Le 6 juin 1644, les fumées de la guerre à peine dissipées, le général mandchou Dorgon était chaleureusement accueilli devant la porte de Beijing par les fonctionnaires et militaires des Ming. Dans le rôle du vainqueur, Dorgon accepta les prosternations, annonçant que les officiels des Ming pourraient servir la nouvelle dynastie. Il monta alors dans le carrosse impérial pour entrer à Beijing. Pénétrant dans le pavillon de la prouesse militaire, sa première action fut de rendre hommage à l'empereur Chongdun, selon le rituel impérial, affirmant que l'ennemi des Ming était Li Zicheng, à la tête du soulèvement des paysans, et que les Mandchous étaient venus aider la dynastie Ming. Maintenant qu'ils sont là, ils ne partiront plus. Ce sont les nouveaux maîtres de la cité interdite. Le 7 novembre 1644, la porte principale de la cité interdite, rebaptisée l'Harmonie suprême, montra le visage de la nouvelle dynastie. Sous un grand ciel bleu, l'empereur Shunze, Aïssin Gyoro Fulin, accéda au trône. Dès la deuxième année du règne de Shunze, la cour des Qing acheva la rénovation des trois plus importants pavillons. Ces trois bâtiments furent renommés l'Harmonie suprême, l'Harmonie centrale et l'Harmonie préservée. Le mot harmonie fut ainsi mis en évidence. Issu de la doctrine confucéenne, le mot harmonie répondait parfaitement aux besoins des gouvernants de la nouvelle dynastie, qui venaient des montagnes blanches et des eaux noires du nord. Selon les archives historiques, Nurhaci, le dirigeant mandchou, s'inspira du roman des Trois Royaumes pour mener ses batailles. Les soldats mandchous, à l'origine les Jurchen, étaient invincibles une fois rassemblés à plus de 10 000. Les 8 bannières mandchous étaient robustes et imbattables. Malgré tout, les Mandchous représentaient un petit nombre. Le principe pour gouverner une majorité fut que celle-ci s'identifie à la minorité et que tous partagent les mêmes valeurs. Le changement de nom des trois pavillons incarnait le concept confucéen harmonie et faisait sentir aux gouvernés que le nouvel empereur n'était pas le soi-disant barbare qui avait ravagé les plaines centrales. 紫禁城呢是按照周礼来建的，它有5门3朝，3朝就是3座大殿：太和殿、中和殿和保和殿的。它是和的3种状态，那么这3种状态综合在一起，整个宇宙就都是和谐的、美妙的、善良的。和啊。 是清朝统治的一个统治理念，因为中国是一个多民族的国家，你要建立一个统一的多民族的国家，中国封建社会传统思想就是和为贵，只有多民族的团结，你才能建立一个真正的统一的国家政权。 Le jeune Shunze devint le premier empereur de la dynastie Qing à vivre dans la cité interdite. Il fit accrocher une plaque au centre du pavillon de la clarté céleste, dans sa chambre, « Loyauté et droiture », le manifeste pour la gouvernance d'une nouvelle ère. Cependant, les meilleures intentions ne pouvaient dissimuler les conflits ethniques lors du changement de régime. 满族啊，是一个少数民族，但是满族在
入关统一中国、建立清朝之前，他走过很长一段民族交融的一个道路。努尔哈赤本人他都会汉语，他都能自己读汉族的书，在关外时期已经大量的吸入了汉文化的成分。他知道一个少数民族入主中原以后，面对庞大的汉人群体，他们明确提出了庆臣明制，他们把明朝的这些政治制度全部记下来。你可以看出来，一个少数民族走的过程当中，不断的提高自己，都走了一个民族交融的程度。所以从顺治朝开始，他们把这个立国的基础放在一个多民族国家统一，这个所谓和，什么叫和？就是多民族这个国家大一统。En 1651, l'empereur Shunzhi, à la peine pour gouverner, arrêta de suivre la politique des aristocrates mandchous. Sous la houlette des conseillers Han, il mit en place une série de mesures pour apaiser les conflits ethniques et éviter les erreurs de la dynastie des Yuan. La 9e année de son règne, Shunzhi conduisit lui-même les princes et ministres pour rendre hommage à Confucius au collège impérial, suivant le grand rituel de prosternation. Préconisant une famille unique Manchu Han, cette campagne comprenait la reconduction des ministres Han, de nouveaux examens impériaux, la construction de temples confucéens, le culte de Confucius, l'étude du mandarin, l'éloge de la loyauté du peuple Han et le recrutement de lettrés pour compiler l'histoire de la dynastie des Ming. Kangxi, le fils de Shunzhi, poursuivit la politique de l'harmonie avec encore plus d'efforts. Il effectua 6 inspections au sud du fleuve Yangtze, pour notamment rendre visite aux plus pauvres, distribuer des vivres aux sinistrés, superviser les travaux hydrauliques et exempter les taxes. Chaque jour, lors de la traversée du bateau royal, des centaines de milliers de personnes l'attendaient sur le rivage pour l'acclamer et le bénir. 那你清朝一个落后的少数民族，用武力征服一个先进的民族，那么他征服了一个先进民族以后，他最终必将被先进文化所征服。康雍乾3代皇帝，中国传统文化的水平非常高，吸收了中国传统文化，然后来提高他自己，提高治理国家的水平。康熙就说过，他说你们汉人考进士，那我们这些满族人也和你一样考。Kangxi visita 5 fois la montagne pourpre de Nanjing, où est enterré l'empereur Zhou Yuanzhang, fondateur de la dynastie Ming. Il s'est à chaque fois agenouillé devant la tombe de son ancien prédécesseur, 3 fois pour 9 prosternations, marquant alors le plus haut respect. L'inscription sur la stèle « La meilleure gouvernance Tang et Song » est la propre écriture de l'empereur Kangxi. Ce geste gagna la grande admiration de nombreux érudits Han. De plus, il demanda à différents fonctionnaires de lui recommander les meilleurs érudits pour un examen que lui-même passerait, appelé dicton et excellente connaissance. À partir de cette époque, la cour impériale commença à nommer des fonctionnaires Han de premier rang, et l'école impériale fut également présidée par des enseignants mandchous et Han. Zhang Tingyu, qui servit 3 dynasties, fut le grand secrétaire du cabinet impérial pendant plus de 40 ans. Les postes des ministres et leurs adjoints de chaque département étaient répartis à parts égales entre Mandchous et Han. Et de plus en plus de Han furent nommés vice-rois et gouverneurs. Les maîtres mandchous de la cité interdite ont peu à peu compris la véritable valeur de l'harmonie. En particulier les empereurs du clan Hansijiro qui appréciaient sincèrement la culture Han.
À partir de 1725, l'empereur Yongjang préféra vivre dans l'ancien palais d'été situé à plus de 20 km de la cité interdite. Il se déguisait souvent en érudit Han et profitait des magnifiques paysages. Apparemment, l'empereur ne se souciait guère de montrer cette facette de sa personnalité. Il savait que cela créerait une empathie culturelle. Exposé dans la salle de la céramique du musée du Palais impérial, ce bol émaillé coloré aux motifs d'orchidées et pierres est réalisé sur un fond jaune clair. Sous la dynastie Qing, le jaune était la couleur de la famille impériale, symbolisant la vertu suprême. Cette œuvre émaillée est colorée et raffinée avec les montagnes, rochers, fleurs, oiseaux et ses sceaux, poèmes et calligraphies. À en juger par le style de la porcelaine au temps du règne de Yongjang, la liberté recherchée par les lettrés semblait être le désir profond de Yongjang. Cependant, en tant qu'empereur, Yongjang devait avoir des intentions plus ambitieuses. Le programme de l'éducation royale fut très révélateur. 每天早上的5点钟，军机处的这个值班的张金呢，他就会看到有一扇白纱灯在前面引道，后面呢跟着的是皇子，经过军机处，然后到了乾清宫的那个大门上去，然后就进入到这个上书房里读书，几乎每天都是这样。 Leurs enseignants étaient les plus prestigieux érudits mandchous et Han du pays. La première chose était d'étudier le mandchou, la langue maternelle de la famille royale, car les souverains ne voulaient pas que leurs descendants oublient leurs racines. Puis l'apprentissage du mongol. Les Mongols gardant la frontière nord de l'Empire, la communication avec eux fut donc centrale. Enfin, le plus important, l'enseignement de la culture Han, le fondement de la gouvernance royale du pays. Les princes étudièrent également les sciences occidentales, l'astronomie, les mathématiques, la physique et même la médecine. Le père Johannes Murao, un jésuite portugais et interprète de l'empereur Kangxi, apprit les caractères occidentaux à Yuntang, le 9e fils de l'empereur. Les après-midi furent consacrés à l'équitation et au tir à l'arc. Les ancêtres mandchous ayant conquis le monde à cheval, leur progéniture se devait évidemment d'être de bons guerriers sur le champ de bataille. 皇子教育的宗旨呢，是满蒙汉藏文化兼容并蓄。爱新觉罗使这个皇族啊，对皇子教育呢，就是希望这些皇子呢，能够成为一位文韬武略，能够驾驭一个多民族共生、有着悠久的文化传统的统治者。 L'empereur Yongjang ne monta sur le trône qu'à l'âge de 45 ans. Il a toujours eu l'impression que le temps ne l'attendait pas. Et au lieu d'habiter le pavillon de la clarté céleste, la demeure de l'empereur, il préféra vivre dans un endroit discret du côté ouest, le pavillon de la culture mentale. Dans la nuit, lorsque tout l'Empire dormait, il travaillait encore sur des rapports administratifs. Il ne dormait que 4 heures par nuit. Pendant les 4247 jours de son règne, il annotait au quotidien 10 rapports
Sur plus de 40 000 mémoriaux existants aujourd'hui, ces commentaires s'élèvent à plus de 10 millions de sinogrammes. À 3 heures du matin, la cité interdite était encore endormie, mais le bureau du Grand Conseil, situé entre le pavillon de la culture mentale et la place de la clarté céleste, était déjà éclairé. Les ministres venaient alors de sceller les édits de l'empereur et attendaient impatiemment l'arrivée du département militaire. Dans la 7e année du règne de Yongzheng, des troupes furent envoyées au nord-ouest, d'où de nombreux rapports militaires. Mais le cabinet éloigné de la cour interne était peu efficace et les informations confidentielles étaient facilement divulguées. Alors l'empereur décida de créer le Grand Conseil. Ce bureau se situait à seulement 50 mètres du pavillon de la culture mentale, adossé à son mur au sud, et tout proche de l'empereur. Grâce au fonctionnement efficace du Grand Conseil, Yongzheng pouvait gérer facilement les affaires de l'État et sauvegarder ainsi la confidentialité du gouvernement. Depuis lors, le pavillon de la culture mentale remplaça le pavillon de la clarté céleste, devenant l'édifice le plus important de la cité interdite. Après l'empereur Yongzheng, 8 souverains des Qing ont utilisé ce pavillon comme résidence quotidienne et lieu de gouvernement pendant près de 200 ans. La dynastie Qing a conquis le pays en traversant la Grande Muraille. Ses dirigeants n'eurent donc aucune superstition concernant cette barrière défensive. En mai 1691, Tsai Yuan, le commandant en chef de la passe Gubei, proposa à la cour impériale de faire reconstruire la Grande Muraille placée sous sa juridiction qui s'était complètement effondrée. Mais l'empereur Kangxi refusa. 康熙为什么不修长城？他说卡卡蒙古就是我的平藩，就是我的长城，这就是大一统的观念。所以这个和啊，就是理解为多元一体，多元就是度民族，一体就是中华民族，就是大一统。所以康乾善代，他也用和啊来作为他的终极目的，来民族团结，建立大一统的国家。 La chasse de Mulan fut à chaque automne la grande marche de Beijing à l'enclos de Mulan à Chengde, où l'empereur et son cortège s'adonnaient à des exercices de combat. Ce type de chasse était en fait un entraînement militaire. Wei Yuan, alors ministre de la Justice, confia un jour: la chasse automnale de Mulan est le rituel le plus important de la cour. 清朝呢，作为少数民族入关，深深地牢记下马则王这样的一个祖训，所以呢，清帝经常会在这个地方呀观看皇子皇孙的一些乐射表演。乾隆皇帝曾经回想起自己曾在这个地方射了20箭，中了19箭这样的一个成绩，受到了他的祖父康熙皇帝的赞扬和教诲。 Cette plaque fut écrite de la main de l'empereur Kangxi, révélant le calme et la sérénité d'un vainqueur. Cette immense villa était 2 fois plus grande que le palais d'été de Beijing. Une résidence composée, pour la première partie, de plusieurs salles et pavillons dans différentes cours, et en arrière-plan, des lacs, plaines et montagnes. La vaste zone verte montagneuse représente près de 80% de la superficie totale du site. Cette villa estivale est également appelée la résidence secondaire de Jehol.
Kangxi a progressivement fait de ce site une escale pour la chasse automnale, mais aussi un lieu de grand rassemblement de différents peuples, mandchous, mongols, tibétains et Han, devenant le deuxième centre politique du pays. Ici, l'empereur Kangxi rencontra les dirigeants des minorités dans la salle du mont Yansun, sur l'îlot de Ruyi, et leur remit des récompenses. Plus tard, l'empereur Qianlong y accueillit également des ministres et géra les affaires du pays dans le pavillon de la simplicité et du respect. Pendant la journée, les empereurs mandchous et les princes mongols testaient les chevaux, galopant en tirant à l'arc et menaient de petites chasses. Le soir, il y avait des feux de joie partout, dans le jardin de 10 000 arbres, avec du vin, de la viande et les rires aux éclats des convives. Les princes mongols et les chefs d'ethnie minoritaires du Nord s'y sentaient comme chez eux. Ils n'avaient pas à endurer la chaleur estivale de Beijing et la cité interdite n'avait pas à s'inquiéter des maladies qu'ils pourraient apporter. Abandonnant le complexe millénaire de la Grande Muraille, l'empereur Kangxi réunit l'ensemble des tribus mongoles sous sa gouvernance, de Ulunbuir à l'est, au lac Balkhash à l'ouest, d'Ordos du sud, au lac Baïkal au nord et Qinghai au sud-ouest. La construction d'un enclos de chasse à la place d'une muraille fut un acte sans précédent pour consolider la frontière du Nord. Ainsi, il utilisa sa sagesse politique pour établir une grande muraille inégalable. À l'ère de la guerre froide, l'objectif de la Grande Muraille fut de résister à l'invasion des nomades, mais sa fonction dépendait surtout de la force de l'Empire. Une fois la dynastie affaiblie, cet édifice de défense n'était plus qu'un simple ornement architectural. De l'Antiquité à nos jours, la muraille n'arrêta pas les Huns, les Xianbei, les Mongols et les Jurchen pour se déplacer vers le sud. Les empereurs Kangxi et Qianlong excellaient quant à la dissuasion militaire et la cohésion des différentes ethnies. Le concept de puissance douce n'existait pas sous la dynastie Qing. Par contre, pendant son émergence, la manière dont elle traitait les affaires militaires et politiques montra son pouvoir de convaincre en souplesse. Quand une dynastie sait combiner douceur et puissance, elle peut alors créer une muraille invisible, s'étendant sur des milliers de kilomètres. L'empereur Qianlong n'avait rien à envier à son grand-père pour ce qui est de la stratégie et du talent. Son coup de maître fut un cercle de temples chargés d'encens autour de la résidence montagnarde de Chengde. Construire un temple pour gagner 100 000 soldats. Le temple de la tranquillité universelle fut édifié pour commémorer la fin des 2 rébellions de Dawaji et d'Amursana et l'alliance avec les 4 tribus mongoles déroute au palais d'été. S'inspirant du temple tibétain Samye, c'est le premier temple impérial construit à Chengde. Son nom symbolisa l'espoir des peuples du pays à vivre en paix. Pendant près d'un siècle, le Khanat Dzungar, établi au nord des monts Tian Shan, fut le nuage sombre au-dessus de la partie occidentale de l'Empire, la plus grande menace pour la dynastie Qing et un vrai cauchemar pour son souverain suprême. Les Dzungars, l'une des anciennes hordes mongoles, sont connus sous de nombreux noms, Mongols occidentaux, Hérouts et Oïrats. Malgré l'amitié avec la dynastie Qing, les Dzungars mongols se sont souvent rebellés, puis se sont rendus à nouveau. Tant qu'ils ne s'étaient pas ralliés à l'Empire, la région ouest des Qing était menacée. La répression notamment des Dzungars par Qianlong,
représente une série de gravures sur cuivre, œuvre de Giuseppe Castiglione, Jean-Denis Attiret et Johannes Damascenus Sallusti. Elle retrace les principales batailles pour réprimer les révoltes dans le nord-ouest par l'armée des Tsing. L'œuvre montre que les rebelles du sud des monts Tian Shan utilisèrent des armes russes Tula pour lutter contre les arcs et lances de la cavalerie Tsing. La scène du pillage du butin de guerre apparut pour la première fois dans un tableau de guerre chinois traditionnel. Ce fut la réalité du champ de bataille, donc un détail historique important. Première peinture à grande échelle d'une guerre historique en Chine, ces dessins représentent les combats de manière beaucoup plus vivante que les mots. La guerre des Tsing contre les Dzungars s'étala durant les 3 règnes de Kangxi, Yongzheng et Qianlong. Finalement, l'empereur Qianlong, alors âgé de 48 ans, nomma cette région Xinjiang, soit le nouveau territoire. 乾隆时期把整个这个南疆、北疆彻底解决，那是清朝。Le temple Putuo Zongchang fut construit sous le règne de l'empereur Qianlong. Réplique du palais du Potala au Tibet, il est également appelé le Petit Potala. En 1771, l'empereur reçut Ubashi Khan, le chef de la tribu Torghut, qui mena ses troupes à travers les lignes russes du tsar pour rentrer en Chine, bravant tous les dangers. Lors de la 39e année du règne de Qianlong, les Britanniques entrèrent à Shigatse, à l'ouest de Lhasa, dans le but de conclure un traité commercial avec le Tibet. Le 6e Panchen Lama refusa au motif de l'unité nationale, prétendant n'avoir pas obtenu l'approbation de l'empereur des Qing. Le Tibet est sous la juridiction du grand empereur de Chine et nous devons obéir à sa gouvernance. Le temple du bonheur et de la longévité, connu aussi sous le nom de Palais Panchen, fut le dernier des 8 temples extérieurs à être construit. Érigé sous les ordres de l'empereur Qianlong, il était prévu pour accueillir le 6e Panchen Lama à Chengde, suivant des exigences du plus haut niveau. De Kangxi à Qianlong, les jeux politiques complexes et affrontements militaires se sont transformés en un jardin calme et reposant.
Un cercle de temples chargés d'encens se dissolvant dans les montagnes et les rivières. 整个中国历史来说，清朝这些皇帝们追求统治的一个目标，就是要建立一个统一的多民族国家。整个历史上来看，真正发展到高峰的是康乾盛世，国土面积达到1300多万平方公里土地，这是历史上空前没有的。 Situé au sommet de la tour de la porte du génie militaire, le pavillon des Fleurs de la Pluie est le plus haut bâtiment sur la route ouest de la cité interdite. Il fut construit dans la 14e année du pouvoir de Qianlong par le 3e Bouddha vivant Janjia du Qinghai, selon les enseignements du bouddhisme tibétain. 4 dragons tibétains plaqués or sautent par-dessus la crête. Il s'agit là du seul bâtiment de style mixte, Han et tibétain, du palais des Qing. Ce pavillon représente le temple bouddhiste impérial et c'est l'endroit le plus mystérieux de toute la cité. L'exposition Trésors majestueux, objets sacrés est parrainée conjointement par le musée du Palais impérial et le Guardian Art Center pour découvrir et apprécier les précieuses reliques culturelles conservées au temple. Voici les 113 reliques culturelles dont la plupart sont des chefs-d'œuvre artistiques de l'ère de Qianlong, de rares trésors élaborés avec de précieux matériaux et riches ornements. Cachés dans le palais et rarement exposés, de nombreuses œuvres ont quitté la cité interdite pour la première fois. Derrière chacune d'entre elles se cache une histoire fascinante, méconnue et souvent bouleversante. 这套金刚铃杵是乾隆45年乾隆皇帝70大寿的时候，由60班禅送给乾隆皇帝的一个生日礼物啊。但是这套铃杵呢，它实际上是大明永乐年间由明宫廷做的，当时从明宫廷送到了西藏日喀则扎什伦布寺，作为重要的赏赐。到了乾隆时期呢，60班禅又把它作为重要的生日礼物重新进贡回宫廷。从北京到日喀则，再从日喀则到北京，这套铃杵走了一个完美的轮回。 Dès décembre 1652, le 5e Dalai Lama se déplaça avec 3000 moines pour un long voyage jusqu'à Beijing. L'empereur Shunzhe le reçut à Nanyuan, en banlieue de Beijing. Dans son autobiographie, le 5e Dalai Lama raconta en détail sa rencontre à Beijing avec Shunzhe. L'empereur était assis sur le trône à hauteur de taille et m'a demandé de m'asseoir sur un siège légèrement plus bas que le trône, à seulement un pied de lui. La fresque créée par des peintres tibétains dans le palais du Potala immortalisa cet entretien historique. Plus tard, l'empereur Kangxi anoblit par un sceau impérial le Panchen Ederni en tant que 5e Panchen Lama. Dès lors, les titres de Dalai Lama et Panchen Ederni furent officialisés. Leurs successeurs devaient être à l'avenir canonisés par le pouvoir central conformément au rituel. Ces vases sont appelés Kimpemba en tibétain ou urnes dorées, dont le plus célèbre est celui destiné au tirage au sort. Le système de tirage au sort par l'urne dorée joua un rôle important dans la réforme administrative du Tibet au cours du règne de Qianlong, établissant ainsi les règles régissant cette région, et cela continue encore aujourd'hui. Durant cette période, le gouvernement de Qing promulgua successivement les règlements de réhabilitation du Tibet et les 29 articles de réhabilitation intérieure du Tibet, établissant que le ministre en poste au Tibet et le Dalai Lama allaient gérer conjointement les affaires gouvernementales et consolider ainsi la gouvernance centralisée.
Ces vases cérémonieux bouddhiques représentent la fusion de différents éléments culturels, Han, Mandchou, Mongol et tibétain. Détenus par l'empereur ou placés dans la salle bouddhiste royale, ils constituent le meilleur témoignage de l'intégration et des échanges entre ces peuples. 这件白色缎绣坠象牙璎珞法衣呢，应该说是本次展览的一件明星展品。这套佛衣呢，一共是由9个部件构成，分别是云肩、一对袖子、一个围裙，这是4个大件，还有一对耳饰、一对腕饰和一圈腰饰，这是5个小件。它在白色缎的表面呢，缀满了由象牙雕琢的璎珞。 从档案记载可以知道，这种佛衣通常是在苏州织造制作完成，象牙则是由清宫造办处发往苏州。那么用汉族工匠做了一件藏传佛教的法器，这恰恰体现出民族和宗教的融合。 La région sud du fleuve Yangtze a toujours été l'endroit dont l'empereur Qianlong rêvait. Tous ses songes étaient cachés dans sa discrète chambre de l'épuisement et du service diligent, se situant dans la partie la plus profonde des 4 cours du jardin de Qianlong. Ce pavillon est orné de fleurs, d'oiseaux, de montagnes, d'arbres et de nombreux cerfs. Avec des incrustations de soie sur bambou, un artisanat de bambou jaune et des objets en lac venant du sud du fleuve Yangtze et s'imprégnant des arômes de la région. Les portes en treillis sont ornées de fils de coton, une broderie en double face, entrelacée de fleurs et brindilles pour de belles nuances et couleurs. On doit la délicatesse du fil et de l'aiguille aux talentueuses couturières du Sud. Ici, cette broderie a été soigneusement conservée et restaurée. 我当时呢，就是觉得它特别美，但是不是我们现代的，因为它有那种古朴的印记在上面。他们故宫的要求是修旧如旧，复古如古嘛，所以一个是色彩，第二个是就是那个针法都要一样。 经历了大概要1年多才把这个刺绣的，就是第一幅样品，他们才满意。Les mains, d'une ingéniosité incomparable, ont réveillé l'âme de ces matériaux. Simple en apparence, l'intérieur de la chambre de l'épuisement et du service diligent fut décoré et meublé avec grand soin et attention, ce que seule la famille royale pouvait s'offrir. 卷琴斋呢，就出自于这个大顺。为什么叫卷琴呢？大顺说是因为自己老了，这个处理政务呢比较疲倦了，所以叫卷琴。但是乾隆皇帝呢认为呢，这个大顺呢退下来呢，是因为大顺呢把天下治理好了，所以他建了一个卷琴斋，他要学习大顺。 我要这个辛勤的工作，把国家治理好，然后我退下来，住在这个地方。Il vaut mieux manger sans viande que vivre sans bambou. Dans la culture des Han, un gentilhomme était comme un beau bambou. La chambre de l'épuisement et du service diligent était emplie de bambous tachetés, avec ses feuilles tourbillonnantes. Le paysage enivrant du sud a été créé par la main de l'homme, mais cela semblait si naturel. Les goûts de l'empereur Qianlong étaient totalement identiques à ceux d'un lettré Han. Dans ce cabinet, le plus frappant était l'œuvre illusionniste
peinture panoramique occidentale. Cependant, la scène de la peinture est purement chinoise, où un palais à 2 étages d'un rouge vif se dresse majestueusement. On peut voir une haie de bambou, derrière laquelle des pivoines révèlent leur parfum. À l'extérieur de la porte de la Lune, d'élégantes grues à couronne rouge peignent leurs plumes. Et au loin, des pies planent dans le ciel bleu. Un pied de vigne, avec des feuilles denses, tombant les unes sur les autres. Et sous ces feuilles scintillent de nombreuses fleurs bleues et violettes, brillantes comme des nuages colorés. Le monde de ce tableau représente la paix et la prospérité éternelle pour toutes les générations. Et pourtant, l'empereur Qianlong, rêvant de se retirer au sud du fleuve Yangtze, n'était pas un érudit Han. Les empereurs Kangxi et Qianlong ont clairement marqué l'apogée du développement de la Chine, et ce fut une étape importante dans l'histoire de l'humanité. L'économiste britannique Adam Smith déclara que l'Empire chinois représentait la voie naturelle de croissance de la richesse. À cette époque, le marché du delta du fleuve Yangtze en Chine était plus riche que jamais. Durant cette période, la grande dynastie Qing comptait déjà une population de plus de 100 millions d'habitants, un territoire d'une dizaine de millions de mètres carrés, avec de magnifiques paysages et des villes florissantes. L'empereur Qianlong, le souverain suprême de l'Empire, qui se targuait d'être un vieil homme parfait, appréciait son pays et il en était très fier. En regardant le monde, il se disait « Y a-t-il une autre nation qui soit plus stable et mieux gérée? Et y a-t-il un autre pouvoir qui puisse être égal au mien ?»